Comment ça va? Eh bien, nous voyons comment un drone aurait provoqué un incendie, ceci dans un réservoir de carburant à l'aéroport international du Koweït. Les équipes d'urgence assurent donc qu'elles travaillent sur place. Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde et ce que nous voyons ici. Ici, nous voyons l'impact d'un missile balistique iranien sur le centre d'Israël il y a quelques heures. D'ailleurs, il y a eu une attaque violente. Une attaque violente. Cela, montre que non, la situation ne s'arrête pas. C'est que, ils ont ouvert les marchés du Japon et les réserves semblent efficaces car le prix du pétrole a baissé. Mais il remonte déjà. Encore une fois. On voit bien qu'ils n'ont pas su contrôler la situation. Là, on voit aussi un drone iranien qui aurait percuté un dépôt de carburant à l'aéroport international du Koweït. C'est donc une partie de ce qu'on observe en ce moment. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Allons-y donc avec les informations que rapporte le Koweït, qui se prépare déjà à une possible fuite nucléaire. Allons dans le détail, écoutons quelles sont les indications qu'il leur donne. Lorsqu'on traverse la région, il est nécessaire d'établir certaines règles pour garantir la sécurité totale des citoyens et des résidents. Nous aimerions attirer votre attention sur ce qui suit. Quoi? Non, il n'est pas nécessaire de fermer ou de paniquer en cas de fuite radioactive dans les pays voisins, car le réacteur le plus proche se trouve à plus de 240 km de l'État du Koweït. Et cette distance est-elle suffisante? À elle seule, elle réduit l'impact des fuites radioactives, car la majorité se dépose en chemin avant d'atteindre les frontières du Koweït. Il n'y a pas... Mais pour garantir une sécurité totale, il faut respecter ce qui suit. Assurez-vous d'être en sécurité à l'intérieur de la maison et de ne pas en sortir. Fermez complètement les fenêtres et les portes pour éviter l'entrée de ces contaminants. Écoutez les informations des sources officielles pour recevoir les instructions à temps. C'est en partie leur message. Nous regardions la carte. Le Koweït prévient déjà sa population, alors faites attention. Pourquoi? Avec cet endroit, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il dans cette zone? Approchons-nous. Ce que nous voyons ici, ce point, nous allons le placer exactement ici. Ceci est la centrale nucléaire de Bushehr, en Iran, à 248 km du Koweït. Ce qu'il disait, 240 km, c'est à peu près la même chose. Voici la centrale nucléaire. Ils ont signalé des attaques, cette fois-ci par les États-Unis et Israël. Dans cette guerre, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique l'avait déjà averti, il faut faire attention à attaquer des centrales nucléaires. Et donc cela a été détecté. C'est pourquoi le Koweït demande « Que se passe-t-il » Exactement. Aujourd'hui, l'Iran affirme que la centrale nucléaire de Bushehr a de nouveau été attaquée par les États-Unis et Israël. Nous sommes d'accord que cela s'est déjà produit il y a environ une semaine, si je ne me trompe pas. L'OIA affirme aussi, c'est-à-dire souligne que oui, les États-Unis et Israël ont attaqué la centrale et qu'un objet volant s'est écrasé sur le terrain de l'installation. Cela a également été rapporté par l'agence de presse d'État iranienne qui s'appelle IRNA, qui, en citant le communiqué de l'OIA, partage ce qui s'est passé. Environ à 21h08 heure locale, c'est-à-dire à 21h08 le soir du 24. Et donc, selon leur déclaration, les États-Unis et Israël ont de nouveau attaqué la zone centrale de Bushehr. Un objet volant a percuté l'enceinte de l'usine. Les premiers rapports indiquent que l'incident n'a causé aucune perte économique, technique ou humaine et que plusieurs zones de la centrale électrique n'ont pas été affectées. Et donc, ils écrivent « L'attaque fait partie des actions hostiles menées par les États-Unis et Israël. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. » Cela se passe aujourd'hui, dans la nuit du 24 mars. Selon les autorités iraniennes, l'objet volant s'est écrasé, comme le dit Street, dans l'enceinte de la centrale nucléaire. Les rapports assurent que les réacteurs n'ont pas été affectés. Cela, comme tu le soulignes bien, a été essentiellement ce qu'ils appellent une attaque à risque. Une attaque qu'ils, disent, bien qu'elle n'ait causé ni victimes ni dégâts majeurs. Cela élève le risque d'une escalade militaire à un autre niveau. Nous avons vu que l'Iran a également lancé des attaques très près des installations nucléaires d'Israël. Donc à chaque fois, l'escalade continue et il se rapproche encore de plus en plus des installations qui ne devraient pas être touchées, qui ne devraient pas l'être. Allons, les protocoles exigés par l'AIEA, l'organisme chargé de la sécurité nucléaire au niveau mondial. Il dit qu'à 40 km, il ne devrait même pas y en avoir. Les troupes devraient s'éloigner autant que possible de ce type de centrale nucléaire,
Mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Et donc l'avertissement qui vient maintenant du Koweït est un appel au calme, très orienté vers une préparation des civils. Comme pour dire, restez calme, ceci c'est la première étape, puis la deuxième. Les dernières étapes ne seront commentées que si l'événement se produit, si la situation se présente. Mais bon, voilà. Nous parlons déjà d'une crainte d'une possible fuite nucléaire, au cas où il y aurait une nouvelle attaque dans cette zone. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'insiste. Peu importe la guerre, peu importe de quel côté on est, ce sont des attaques contre tes zones nucléaires. On ne devrait jamais faire ça, c'était bien la demande. Aussi à Saporia, là-bas en Ukraine même, ou encore lorsqu'il y a eu une attaque près de Tchernobyl, où il y a également eu une attaque qui a laissé un énorme trou dans le toit de protection de ce dôme, qui empêche la radiation nucléaire de s'échapper de l'endroit. Mais bon, face à tout ce conflit, une exigence est lancée de la part de l'Iran. Et cela attire aussi l'attention parce qu'il s'agit d'une exigence qui, en gros, consiste à ne pas vouloir la négociation. L'Iran a présenté une série de demandes aux États-Unis dans le cadre d'une éventuelle négociation. La première exigence est la compensation économique pour les pertes subies pendant la guerre. Téhéran considère également que les dommages humains, économiques et d'infrastructures doivent être réparés. La deuxième demande clé est le contrôle formel du détroit d'Ormuz, l'une des routes pétrolières les plus importantes du monde. C'est-à-dire, imaginez-vous, l'Iran demande à contrôler le détroit d'Ormuz. Ce seront eux qui contrôleront cette zone. L'Iran exige aussi, entre autres, aucune restriction sur son programme de missiles et la possession de missiles balistiques de son choix. Aucune restriction ne serait acceptée, contrairement à la demande d'Israël. D'ailleurs, une autre des conditions est de recevoir des garanties que les États-Unis ne mèneront pas d'action militaire contre l'Iran. À l'avenir, également dans le cadre de ces accords, et c'est l'une des choses les plus frappantes qui montrent qu'ils ne veulent vraiment pas négocier, c'est qu'ils disent et demandent aux États-Unis que, dans le cas où ils voudraient un cessez-le-feu, absolument toutes les bases américaines au Moyen-Orient devraient en partir, devraient en quitter la région. Alors, tu te dis, bon, c'est ne pas vouloir négocier, c'est demander tout et toutes les lignes rouges possibles. Face à cela, Reuters propose, il y a une analyse très intéressante de ce qui se passe exactement. Selon Reuters, même si le président semble très sûr que cet accord va avoir lieu, il affirme tous les jours que c'est pratiquement acquis. Il semblerait que cet accord ne sera pas accepté par les Iraniens. Selon des rapports de Reuters, après des fuites provenant de hauts responsables israéliens. Ils ont ajouté qu'il est très improbable que Téhéran accepte les exigences des États-Unis. Et les responsables indiquent que les exigences prévues par Trump concernent, par exemple, des limitations sur le problème nucléaire et les missiles balistiques de l'Iran. Les États-Unis, l'Iran ne veut pas que la question balistique soit limitée. Je vais le dire très clairement. Et donc, depuis hier, Trump affirmait qu'ils allaient abandonner la question nucléaire. Trump a affirmé que, les conversations ont été très bonnes, très productives, mais que si cela devient compliqué, que l'Iran accepte ce que demandent les États-Unis, tout comme les États-Unis acceptent cela, par exemple concernant les bases ou les missiles. Trump agit aussi de son côté. Selon des rapports, il ferait pression pour un accord limitant le nucléaire et les missiles balistiques iraniens. Nous en parlions aujourd'hui. Wang Yi, le responsable des relations extérieures de la Chine, aurait parlé avec Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Et il l'aurait apparemment poussé à négocier. Pour que toute l'affaire se calme enfin, mais il semble que cela ne va pas arriver. Voyons voir. Vous pensez que c'est compliqué des deux côtés? Qu'est-ce qu'on dit? C'est à la télé? C'est à la télévision iranienne, c'est super intéressant à voir, c'est la même chose, mais des camps opposés, non? D'accord. Permettez-moi de dire à notre cher peuple que vous avez mentionné le sujet de la côte et des opérations côtières. Nous devons dire au peuple que les forces armées iraniennes sont prêtes à 100% au cas où les Américains commettraient une erreur dans la région. Elles mèneront sûrement des opérations côtières et prendront les côtes de Bahreïn et des Émirats. Des exercices très significatifs ont été réalisés dans ce sens côtier. L'entrée sur les côtes des Émirats et de Bahreïn est à l'ordre du jour et fait partie des exercices de nos forces armées. Ainsi, nous changerons les équations. Qu'ils avancent par voie terrestre,
Ainsi, nous modifierons les équations. Si Dieu le veut, les détails et coordonnées suivront plus tard. Nous changerons les équations pour que l'ennemi... Eh bien, il dit, eh bien, il lance. Il lance des menaces directement issues de ce conflit, qui semble ne pas s'arrêter. Et donc, ce que l'on voit dans les médias iraniens, eh bien, c'est très similaire à ce que l'on voit dans les médias occidentaux. En affirmant qu'ils gagnent déjà, qu'ils agiront ainsi et détruiront de cette façon, mais en réalité, là-bas, on pense que cela va continuer. Maintenant, j'envoie un énorme salut et merci à DKL Master, salutations jusqu'à Tijuana, un énorme salut jusqu'à Tijuana, comment vas-tu ? Dit-il, tes notifications de tes directs arrivent. Tu vois, ça arrive parfois. L'idéal, parce que oui, c'est un sujet récurrent dont on nous a parlé, l'idéal serait de cliquer sur la petite cloche, non ? Pour voir si ça marche comme ça. Et sur Telegram, toutes les notifications, ou Telegram, WhatsApp, là-bas, on envoie seulement les notifications des directs. C'est-à-dire, on dit, on est déjà en direct, et voilà. Bon, c'est un sujet, non ? J'espère qu'on pourra faire ça maintenant, quand c'est possible. Tout à coup, si on essaye de répéter le message, par exemple via Twitter, via WhatsApp, via Facebook, pour qu'ils reçoivent l'information et soient informés sans la voir. Ensuite, bon ça a été différé, mais ils savent déjà, surtout à cette heure. En général, nous commençons vers 9h, parfois à 8h30 quand c'est possible. Merci beaucoup DKL Maître et à toute la communauté. Marcelo, comment vas-tu ? Raoul, Antonio, salutations à Guadalajara, comment ça va ? Allons-y donc à d'autres sujets également importants, mais pour commencer, il y a encore plusieurs points concernant l'Iran dont il faut parler. Merci, Monsieur le Président. Vous avez tout à fait raison. Jamais dans l'histoire, une armée moderne, l'Iran avait une armée moderne, une marine moderne, une force aérienne moderne, des défenses aériennes modernes, un commandement, un immense bunker. Jamais une armée moderne n'a été aussi rapidement et historiquement anéantie, vaincue dès le premier jour, avec une puissance de feu écrasante. La campagne aérienne que nous avons menée, qu'Israël a réalisée avec nous, était vraiment digne des livres d'histoire. Et cela, c'est parce que nous avons un président des États-Unis qui, lorsqu'il envoie ses combattants à la guerre, leur donne carte blanche, pour qu'ils puissent vraiment sortir, affronter et détruire l'ennemi de la manière la plus féroce possible dès le premier instant. Et c'est pourquoi nous nous considérons aussi comme faisant partie de cette négociation. Nous négocions avec des bombes. Ils ont un choix. Pendant que nous rôdons au-dessus de Téhéran, comme l'a mentionné le président concernant leur avenir, le président a clairement indiqué que vous n'aurez pas d'armes nucléaires. Le département de la guerre est d'accord. Notre rôle est de veiller à cela. C'est pour ça que nous gardons la main sur cet accélérateur. Aussi longtemps et avec autant de force que nécessaire pour garantir que les intérêts des États-Unis d'Amérique soient respectés sur ce champ de bataille. Ce n'est ni l'Irak ni l'Afghanistan. Ce n'est pas un président qui s'intéresse à des résultats finaux vagues. Il a été très clair avec nous sur ce que nous devons accomplir, créer les conditions pour qu'il n'ait jamais de capacité nucléaire, et c'est exactement ce que nous faisons de façon historique. Merci, Monsieur le Président. Merci, merci, merci. Eh bien, voici le message donné par Pete S., le secrétaire à la guerre ou le secrétaire à la défense. Le chef du Pentagone, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il négocie avec des bombes. C'est un message qui restera dans l'histoire comme l'une des phrases les plus étranges et qui sert de justification pour de nombreux pays ennemis des États-Unis. Eh bien, s'armer jusqu'aux dents, disent-ils, c'est ainsi que négocie et pense un secrétaire à la défense ou de la guerre. Tu te demandes comment négocier avec des bombes, non ? C'est-à-dire, tu pourras négocier avec quelqu'un, mais ce genre de message, la seule chose qu'il génère, c'est qu'à long terme, il y ait une faiblesse. Dans quel sens ? Dans le sens où, eh bien, ceux qui se considèrent comme un pays ennemi disent « je ne veux pas négocier avec des bombes, mais si je dois le faire, alors je me prépare ». Et plus tard, eh bien non. Ça commence à devenir une escalade mondiale. Ce genre de message n'a aucun sens. Eh bien, c'est, disons, une lecture basique de l'art de la guerre, pas le message que tu dois donner en priorité. Ce serait celui-ci, non ? Ça ne devrait vraiment pas être celui-ci ? J'imagine qu'au sein du Pentagone, ils doivent être en train de réfléchir aux stratégies qu'ils vont adopter pour rééquilibrer les choses comme avant. Parce qu'il faut se rappeler qu'en ce moment, les États-Unis font face à toute une série de défis. Lesquels ?
Eh bien, leurs alliés n'ont pas voulu intervenir, c'est-à-dire que les alliés se sont alliés, mais pour ne pas intervenir, pour dire « nous allons parler, nous allons dialoguer ». Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas. Je pense que dans d'autres circonstances, ils auraient participé au conflit. Ils ne se sentent pas en sécurité actuellement. Avec une pincée qui dit qu'il négocie avec la guerre ou avec des bombes, non. Ou qu'il veut la paix par la force. Et ce genre de commentaires n'aide pas beaucoup les Européens, qui sont la principale alliance avec la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. Qui, eh bien, en ce moment, se méfient. Ils disent « Comment puis-je faire confiance ? Si tu veux nous prendre le Groenland, non. Comment puis-je faire confiance ? Si dès le début, eh bien, tu es là, on va vouloir envahir, n'est-ce pas ? C'est évidemment un sujet très grave et qui, en plus, attire l'attention. Comme le cabinet les plus proches, le cercle le plus proche de Trump, ils doivent toujours intervenir. Eh bien, maintenant, ils doivent vraiment lui cirer les chaussures, non, pour que ça ne sonne pas si mal pour Donald Trump. Non, c'est hallucinant, non ? Ou comment est-il possible qu'il n'ait pas autant de dignité ? Non, zéro dignité. La dignité n'existe pas là-dedans. Tu dois dire que c'est le maximum. Comme tu es beau, quelle coiffure, quelle belle coiffure, quelle belle perruque, peu importe. Mais le point, c'est que cette rhétorique constante de louer ce personnage attire beaucoup l'attention, non ? Et bon, dans tout cela, il y a aussi plusieurs réactions qui ont eu lieu dans le monde, surtout à cause du déploiement que l'on observe, de la part des États-Unis. Ils avertissent qu'environ 1000 soldats américains seraient sur le point d'être déployés cette fois-ci. Eh bien, vous savez déjà où, n'est-ce pas ? Au Moyen-Orient. D'après ce que l'on sait, il y a une unité qui comprend un commandement, un état-major et un bataillon de réponse immédiate. Cette brigade sera une unité qui, dit-on, est déjà prête dans la région, préparée à intervenir en cas de situation. Si la situation s'aggrave, ce mouvement se fera avec des troupes, au moins 1000 soldats seraient déployés. L'Iran a nié les négociations et cela déplace les pièces vers un conflit avec déjà des troupes sur le terrain. Je pense que, comme on le voit, l'Iran c'est ce qu'il veut. Merci, c'est-à-dire que l'Iran veut qu'il y ait des troupes à l'intérieur et c'est essentiellement ce sur quoi ils misent, avoir des troupes à l'intérieur. Parce qu'ils ont besoin de voir des actions, ils en ont besoin. Ils veulent te montrer qu'ils peuvent être face à face avec les États-Unis. Même si cela peut sembler très étrange, mais c'est ça l'approche. Si vous regardez tous leurs communiqués et ce qu'ils disent, en gros, leurs communiqués pourraient être résumés. Nous voulons voir le monde brûler, avec ça, ce serait parfaitement résumé. Le Joker ou quelqu'un comme ça n'aurait pas pu l'écrire, parce qu'en vérité, la façon dont ils ont répondu est vraiment hallucinante. Nous voyons un Iran. Eh bien, même s'ils veulent nous vendre l'idée que c'est déjà fini, ils lui ont vraiment tapé dessus. Personne ne dit le contraire, mais il est au plus grand défi. C'est-à-dire qu'il ne retient pas les attaques. Et non seulement il ne les retient pas, mais j'insiste, on dirait même qu'au contraire, il les veut. Comme s'il voulait accélérer. Ce n'est pas vraiment bon en ce moment. Certains analystes disent que les attaques contre Israël ont commencé après que Donald Trump a annoncé que l'accord serait conclu. À partir de là, le niveau des attaques dans cette région a augmenté. De nombreuses zones civiles ont été attaquées. Par exemple, ce que nous avons mentionné, c'est comment nous savions qu'il ne voulait pas négocier. S'il y avait des attaques fortes. Et ce qui s'est passé depuis que Trump a commencé à assurer qu'il y avait des négociations, c'est que les attaques ont commencé à augmenter, c'est-à-dire une démonstration qu'il ne cherche pas à négocier. Et le prince héritier d'Arabie Saoudite continue, il insiste sur ce qu'il dit. Eh bien, ce que l'on sait, ce qui a fuité, c'est qu'il a appelé Donald Trump pour lui demander, mais au contraire, non, qu'il faut porter un coup plus décisif à l'Iran, qu'il faut l'éradiquer à la racine. Car au final, si Donald Trump obtient cet accord, il s'en lave les mains et retourne aux États-Unis. Mais l'Arabie Saoudite et les voisins de l'Iran restent avec un énorme problème, un Iran qui peut encore gagner en puissance. Parce qu'au bout du compte, ce que demandent les États-Unis, ce n'est pas non plus une exigence extrême. Ils disent simplement « ne reprenez pas l'enrichissement ». Voilà tout. Renoncer aux réserves d'uranium hautement enrichies, remettre ou contrôler environ 450 kg d'uranium enrichi à 60%, suspendre l'enrichissement. Inspection de l'ONU, limitation de la portée des missiles balistiques et réduction du soutien aux alliés régionaux.
qui est très facile à manœuvrer. D'ailleurs, l'Iran, nous avons oublié de mentionner cela. Il demande aussi, parmi ses exigences, qu'Israël n'attaque pas le Hezbollah, ce qu'Israël ne cessera jamais de faire, même en plaisantant. Si tu y penses, tu as un groupe radical juste à la frontière qui t'attaque. L'Iran va dire non, il n'y a aucune chance que l'Iran accepte quelque chose comme ça, c'est-à-dire ne pas répondre à ce genre d'attaque contre le Hezbollah. Il y a donc un... Nous verrons d'autres messages de Trump et du porte-parole des gardiens de la Révolution, car plusieurs sont en attente. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, aussi, je ne sais pas si tu en as parlé, mais l'Iran demande aussi qu'on ne limite pas la portée de ses missiles balistiques. C'est-à-dire ? Les gens disent aussi, bon, il ne leur a plus qu'à demander de ressusciter Alicante, c'est tout ce qui leur manquait. C'est ça, bon, passons à ce message. Déçu? Je ne veux pas dire ça, mais je dois le faire, j'ai dit Pete. Et le général Racine Kane, je pense que ça va se résoudre très bientôt. Et ils ont dit, oh, quel dommage. Je voulais que ce soit résolu. C'est ça? Ces gars font un excellent travail, mais c'est une bonne attitude, n'est-ce pas, Tom? Ils n'étaient pas intéressés par un accord, ils voulaient seulement gagner. Ça oui, s'il vous plaît. Eh bien, voilà le problème, non ? Flore dit par ici et on lui envoie un grand salut, elle dit. Si Israël et le Pakistan ont des armes nucléaires, pourquoi pas l'Iran ? Eh bien, la réponse qu'il donne, d'abord parce que c'est un pays démocratique, ensuite parce que ce n'est pas un pays qui dit constamment qu'il veut rayer de la carte, même son plus grand ennemi, qui est l'Inde, ils ne disent donc jamais qu'ils veulent l'effacer, le faire disparaître de la carte. Les Iraniens, oui, les Iraniens le disent constamment, et pas seulement à propos d'Israël, ils veulent aussi rayer de la carte l'Occident, c'est ce qu'a dit Ali Khamenei. Quand il est en vie, semaine après semaine, il dit cela depuis des décennies. C'est donc peut-être une petite différence, mais en même temps, elle est importante, non ? Un autre sujet est aussi le message donné par le porte-parole de la garde révolutionnaire, qui, comme toujours, envoie des messages assez terribles. Écoutons ce qu'il a dit, d'accord ? Ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Les Américains contre l'Iran, considérés comme un pilier important dans le monde islamique, ce pays qui a toujours été à l'avant-garde de la défense de la nation islamique face à l'agression injuste et surtout face à la souffrance du peuple palestinien opprimé. Il a démontré la sincérité de son engagement sur cette voie en offrant le sang le plus pur et le plus précieux, surtout lors de 2 guerres directes, face à face. Cependant, il est temps pour nous, les musulmans, de revenir à la parole de Dieu le Très-Haut dans le noble Coran. Ne les prenez pas comme alliés tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu. Mais s'ils se détournent, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni protecteurs. Dieu, béni et exalté soit-il, a explicitement interdit aux musulmans de confier le contrôle de leurs affaires aux mécréants. Eh bien, c'est ça le message, regardez. Un message conciliant. C'est la réponse à Flory. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas avoir Maddox. Ils veulent que les musulmans, en gros, détruisent ce qu'ils considèrent sont comme leur ennemi et qu'ils adoptent la version du Coran qu'ils possèdent. C'est-à-dire le schisme qui porte une idée expansionniste extrême, où soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. C'est aussi simple que ça. Imagine ces personnages avec des armes nucléaires, ils n'hésiteront pas à les utiliser dès qu'ils en auront envie. C'est-à-dire, ils les utilisent de contre leurs propres voisins, toutes les armes qu'ils possèdent, ils les utilisent. Pas seulement un jour, mais jour après jour, encore et encore. Quand tu vois le message, et là je ne montre qu'un petit extrait parce que oui, le message est une rhétorique absurde de radicalisme poussé à l'extrême. Et donc c'est pour ça que les pays arabes sont en train de se demander à quel moment ils vont commencer à intervenir et à attaquer. Parce que cette situation, évidemment, ils ne veulent plus la voir là, c'est tout. Ils ne veulent plus la voir. Ils savent déjà que si ce régime reste en place, reste actif, ils auront un ennemi de plus en plus dangereux en face d'eux. Combien sont-ils ?
À 200 km bon, dans certaines zones, à 35 km de distance, 33 km de distance pour être exact, dans le magnifique détroit entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et ce Oman? Et toute cette zone qui est ce petit bout où, si on mesure la distance, pas celui-ci, et bien évidemment, on va voir une distance entre ici et ici d'environ une trentaine de kilomètres. C'est-à-dire, c'est évidemment impressionnant, non? Maintenant, on va supprimer cette mesure et on va mettre celle-ci, juste pour voir. C'est à peu près le calcul de la proximité qu'ils ont dans cette zone, non? C'est-à-dire, on va voir si on va le mettre par là et mesurer la distance. C'est celle-ci, pas ici. Aquí. Ah, ne me donne pas. Clique dessus, puis de l'autre côté, sinon ça ne marche pas. Oui, c'est-à-dire, il faut mesurer la distance et ensuite ici, non. Voilà, c'est juste là. Alors, si on y va comme ça, sans trop mesurer, ça fait, il dit, là environ 70 km, et si on va au point le plus proche, eh bien, on voit que la distance était minimale. Ce n'est pas un sujet, disons, hallucinant. Maintenant, à ce passage, ils sont vraiment à une distance très très minimale, parce que les bateaux passent dans cette zone, qui correspond aux parties profondes. Oui, d'ici, imagine en combien de temps un missile, ou ce que tu veux, va parcourir cette distance. Tu mets 2, 3, 4, 5, 10 mines, autant que tu veux, et là tu as déjà un problème, parce que comment traverses-tu? Ce n'est pas une distance si courte. Ils estiment qu'environ 12 mines sont déjà installées. Un sujet qui, évidemment, a aussi mis en alerte les pays arabes, parce que nous parlons du fait qu'ils n'ont pas seulement détruit, par exemple, 17% de la capacité de raffinage ou de... comment ça s'appelle? L'exportation de gaz des Qataris. Non, ils disent bon qu'ils vont le résoudre dans environ 5 ans, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de le résoudre en 5 ans. Qatar. C'est-à-dire qu'on leur a déjà retiré 1/5 de leur capacité en gaz, non. Ils ne l'auront pas pendant 5 ans, et ça, on leur a enlevé en un seul jour. Oui, donc évidemment, cela représente un risque, pas seulement pour le Qatar. Non seulement c'est énorme, mais c'est aussi un risque pour tous les pays qui ont évidemment besoin de ce type d'énergie. Passons donc à d'autres sujets également importants, dit-il. Et la compensation pour ce qu'a détruit l'Iran dans les pays voisins, en Israël, non. Et pour, eh bien, combien d'attaques a-t-il menées contre différentes bases en Irak, contre la Syrie, non. C'est-à-dire, mais ils ont maintenu Bachar al-Assad au pouvoir en Syrie pendant des décennies. Tout ce qu'a fait ce personnage, pourquoi oui, Contre sa propre population, donc en bref. et la liste est longue, je ne la... On observe ici. Ce serait une attaque avec un B-52 où cela s'est-il produit? Cela s'est produit en Iran. Les attaques ont touché une ville industrielle appelée Al-Bors à Qassim et c'est un centre lié à la production militaire du régime. Des installations industrielles majeures ont été ciblées et il est affirmé que l'infrastructure militaire et industrielle de l'Iran est actuellement détruite. Eh bien voilà, c'est comme ça, non, c'est comme ça. L'affaire fait partie de ce qui se passe en ce moment et, eh bien, ce que nous observons, ce sont des attaques à un niveau énorme. Non, il n'y a pas de possibilité de négociation pour le moment. Passons aux réactions concernant ce qui se passe avec le pétrole. Regardez, voici les lancements de missiles qui ont lieu en ce moment même au Moyen-Orient, en Iran d'ailleurs, qui auraient lancé 80 cas invoques d'attaque contre des bases d'infrastructures américaines dans toute la région, vers les voisins du Golfe et aussi vers Israël. Ceci depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Partagez-vous ces images? Eh bien, c'est impressionnant le type de missiles qui sont lancés, des missiles balistiques, des missiles qui sortent de l'atmosphère. Et,
eh bien parfois ils entrent avec des ogives à sous-munitions pour causer plus de dégâts. Cela fait partie de ce qui se passe, partie de ce conflit que l'on vit. Et d'ailleurs, il faut aussi observer ce qui se passe avec le pétrole, parce que, eh bien, c'est ce qui touche tout le monde. Regardez, hier on a réussi, je dis hier, pour nous c'est le 24, c'est encore le 24 pour être plus clair. Le 24, cette baisse de prix se produit au moment où les marchés asiatiques ouvrent. Peut-être que la question concerne les réserves de pétrole. Mais maintenant il fait jour, où ils sont déjà en train de monter, ils remontent à 99 $, ils se dirigent à nouveau vers les 100 $, ils arrivent à faire baisser le prix un moment, mais il semble que cela ne se produise pas. Disons-le comme ça, voyons-le de cette façon, c'est comme ça tous les jours, on le regarde au jour le jour, pas à l'heure. C'est le moment où ils essaient de contrôler. Le prix est monté jusqu'à 97 $ pour le Brent et jusqu'à 99. Et il semble qu'il essaye de remonter encore plus. De quoi cela va-t-il dépendre ? Eh bien de quoi ? On observe de près les attaques de l'Iran contre différents points des pays arabes. Tant qu'il y a des attaques, la possibilité, bien évidemment, existe ou augmente. En même temps, il est rapporté qu'on prépare déjà ce qui serait un mouvement, une invasion. Au bout du compte, c'est ce qui va se passer en ce moment même sur ce territoire. Vers le Liban, selon ce qui est rapporté et ce qu'Israël lui-même a annoncé, ils vont créer ce qu'ils appellent une zone de sécurité au Liban. Israël se dirige vers le nord, où l'idée est, ils n'avaient pas d'accord avec le gouvernement libanais. Si l'accord avait-tu une date à laquelle tu allais contrôler le Hezbollah, le Pérou ou le Liban ? Ils n'y sont pas parvenus. Alors qu'est-ce qu'Israël dit ? Ils n'ont pas réussi à le contrôler ? Nous allons entrer et nous allons avancer jusqu'à un point où nous allons établir une ceinture de sécurité. Israël a annoncé qu'il prévoyait d'occuper une large zone de sécurité dans le sud du Liban. Cette occupation, disent-ils, serait temporaire jusqu'au fleuve Litanie. Si l'idée est que c'est une ligne stratégique pour évidemment dire oui. S'ils dépassent cette limite, ils seront attaqués, les membres du Hezbollah, c'est ce qu'on leur a dit, qu'ils doivent se désarmer et se retirer. Jusqu'à l'arrière du fleuve Litanie, voyons où se trouve ce fameux fleuve Litanie au Liban, pour nous situer exactement. Regardez, il est là, c'est à peu près le fleuve. Maintenant, on va s'éloigner un peu, voyons si on peut le voir par ici, c'est le fleuve Litanie. Oui, donc ici c'est la frontière avec Israël. On va mettre la carte un peu plus claire, c'est celle-ci, non ? Donc, si on va jusqu'au fleuve Litanie et qu'on mesure la distance, on ne va pas mesurer la distance d'ici jusqu'au point le plus proche de la frontière. Voilà, ce sont 12 km, évidemment. Ça dépend d'où. C'est-à-dire, tout ça, c'est la frontière avec Israël. Si on mesure jusqu'ici, ça fait 30 km. Le point le plus éloigné de la frontière serait 49 km. Toute cette zone serait occupée par des troupes israéliennes. Évidemment, il y aura des points, n'est-ce pas ? Ce n'est pas qu'ils vont tout occuper, mais il y aura des points où ils seront présents, pour que Hezbollah se retire de ce fleuve vers là-bas, vers le nord, vers l'arrière. L'avancée survient alors qu'Israël a intensifié les bombardements contre le Hezbollah. Le Hezbollah a lancé des roquettes et des attaques vers le sud du Liban, vers le nord d'Israël et depuis Israël, vers le sud du Liban, principalement au sud du Liban, et vers des bombardements vers cette zone, le sud de Beyrouth qui a également été confronté à de graves problèmes. Ce mouvement peut être interprété comme une sorte d'invasion terrestre partielle, pas seulement des attaques aériennes. L'Iran pourrait être indirectement impliqué puisque le Hezbollah est leur principal allié dans cette région. Quelque chose à interpréter exactement comme des attaques aériennes. Le mouvement peut être interprété comme une sorte d'invasion terrestre. Le Hezbollah, allié de l'Iran, Hezbollah. Région Iran, Hezbollah. Bon, tout de suite. On vient d'annoncer qu'un missile a frappé le Liban après que l'ambassadeur de Téhéran, ait été expulsé de Beyrouth. Devant le refus de contrôler le Hezbollah, il faut rappeler que le Hezbollah, en fin de compte, est affilié à l'Iran. Ce sont eux leurs principaux mécènes. Et ce missile tiré depuis l'Iran a frappé la côte libanaise quelques heures après cette expulsion, selon les rapports d'Iran International. Et cela contredit donc les commentaires selon lesquels il aurait été intercepté, c'est-à-dire qu'il a vraiment frappé. Le projectile n'a pas été intercepté dans l'espace aérien, comme l'ont affirmé les Libanais.
Et cela, la grève a eu lieu peu de temps avant que le Liban ne déclare persona non grata l'ambassadeur iranien Mohamed Reza Roufshebani et n'ordonne son expulsion. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raghi, a également déclaré aujourd'hui sur X que la décision avait été communiquée officiellement et que l'envoyé devait quitter le pays avant le 29 mars. Eh bien voilà la situation, ce n'est pas, enfin, c'est une partie de ce qui se passe. Eh bien, en ce moment, il y a une attaque. Une attaque a eu lieu, cela fait quelques minutes en Israël, et les médias israéliens annoncent déjà qu'au moins 9 personnes auraient été blessées à Bnei Brak par des munitions de bombes à sous-munitions iraniennes. Une bombe, disent-ils, de petit calibre a frappé le centre d'Israël, tandis que l'Iran lançait 13 salves tout au long de la journée de mardi. Et les forces de défense, les FDI d'Israël, affirment avoir attaqué la principale installation d'explosifs près d'Ispahan. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui, et donc, eh bien, cette attaque a eu lieu, ou aussi dans c'est le dernier. Mais il y a eu une attaque précédente où une femme a perdu la vie et il y a 2 autres blessés. Cela à cause d'un projectile qui a frappé à Mahanaïm, Uxon, également en Israël. Voici la situation. Je salue chaleureusement la communauté et vous remercie pour vos commentaires. Eh bien, on demande ou on s'interroge plus ou moins sur la démocratie en Israël pour nous donner une idée parce que parfois on ne connaît pas bien ce sujet car il y a beaucoup de commentaires à cause des conflits. Tout devient polarisé. Mais il existe un indice, l'indice de la démocratie de l'EU. Selon cet indice qui mesure plus ou moins les niveaux de démocratie. Il classe la démocratie d'Israël comme une démocratie défectueuse, avec des problèmes au même niveau que l'Espagne et les États-Unis, c'est-à-dire, je dis ça parce que les États-Unis sont une démocratie, mais ils ont beaucoup de défauts. Eh bien, ils sont classés entre la 20e et la 30e place, à peu près, donc ce n'est pas une démocratie, disons, parmi les plus avancées, les plus pures, pas du tout. S'il y a 20 à 30 pays au-dessus, disons, de cette démocratie israélienne, non, mais aussi au-dessus de beaucoup d'autres pays, pratiquement de toute l'Amérique latine. C'est à peu près au niveau de l'Espagne, qui a aussi ses problèmes et qui a aussi de la corruption, tout comme en Israël, tout comme dans d'autres endroits. Maintenant, si on va, en Iran, non. C'est-à-dire, si on va en Iran, alors, vous pouvez imaginer, mais je veux dire, voyons à peu près le niveau, non ? Pour commencer, au niveau international, l'Iran est classé comme un régime autoritaire. Tout simplement parce qu'ils ont un guide suprême comme autorité maximale, non. La classification, selon les analyses, selon ce que dit ce sujet, c'est qu'ils en ont une. Ils appellent cela une démocratie sélective, non. Une démocratie sélective ou aussi une théocratie, non. Qui en gros base son... Allons-nous appeler leur gouvernement une interprétation d'un livre religieux ? En gros, non. Parce qu'en plus, c'est une interprétation qu'ils donnent eux-mêmes, tu vois, c'est ça le problème. Là-bas, selon les rapports, ils indiquent une faible note en matière de liberté civile, de pluralisme, etc. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs ou inférieurs, il s'agit simplement de ça. La population est la population. Et au final, les amis que nous avons eus qui sont allés, par exemple, en Israël, nous disent, tu vois, en fait, ils vivent. Les Israéliens cohabitent beaucoup plus qu'on ne le pense avec les Palestiniens et avec d'autres communautés chrétiennes, etc. Beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Non, les gens s'imaginent, en gros, qu'ils se disputent toute la journée. Et ce n'est pas le cas. Non, ici même, des Israéliens qui suivent l'émission parce qu'il y a beaucoup d'hispaniques en Israël nous disent « Pépé, regarde, ici nous avons des amis en Iran, nous avons des amis en Palestine, en Syrie. » Ou alors, non, on ne vit pas ça, je crois que parfois c'est plus dans le chat qu'on vit ça, davantage. L'ambiance ? Tension accrue parfois à cause de certains arrivants là. Ce qu'on vit vraiment dans ces lieux, n'est-ce pas ? Donc il faudrait baisser un peu le ton sur ce genre de choses, je ne sais pas, des attitudes un peu toxiques. Mais au final, je le comprends, parce que je crois que nous sommes tous indignés quand nous voyons les mauvaises choses que font les gouvernements. Il est certain que Netanyahou comme Trump a de nombreuses zones d'ombre critiquables, comme déjà mentionné ici. Et il est aussi critiqué, évidemment, pour l'attitude qu'a eue le guide suprême envers sa propre population est révoltante, comme le sont pratiquement tous les dirigeants dans le monde entier, c'est-à-dire pas seulement dans ces pays, n'est-ce pas ? Ces pays poussent cela à l'extrême, mais...
Nous vivons à une époque où nous sommes plus observateurs de ce qui se passe dans le monde, beaucoup mieux informés maintenant. Et évidemment, c'est révoltant. Comme il a le monde pour commencer, pas comme nous l'avons dans ce sens, nous avons aussi beaucoup de choses à faire nous-mêmes. Mais les gouvernements, eh bien pratiquement, ils ont, ou ils représentent, disons, toute la pire partie du pouvoir, non? Ça, disons, comment ça se... Comment pouvons-nous dire, comme une sorte d'intoxication ou d'addiction qui survient soudainement? Le pouvoir, on le voit avec Tenyajo qui fait tout son possible pour ne pas quitter le pouvoir. Ah oui, il est obsédé par le pouvoir, c'est un personnage qui est sur la ligne d'un autocrate. Lui et Erdogan vont dans cette direction. La Turquie va exactement au même endroit. Et si Trump le peut, si on lui en donne la chance et l'opportunité, il ira pour un 3e mandat. C'est-à-dire, l'addiction au pouvoir n'est pas propre à un pays, l'addiction au pouvoir est humaine, malheureusement c'est comme ça. Et bon, eh bien passons à d'autres sujets, non ? Quoi d'autre se passe-t-il ? Eh bien, malgré les commentaires de Donald Trump, nous avons aujourd'hui un agenda très chargé. La garde révolutionnaire prend le contrôle avec cela et affirme l'avoir complètement fermé. Et ils ne laissent passer que ce qu'ils appellent des pays ou des navires qu'ils considèrent comme non hostiles. Alors, quels sont ces pays ? Pour commencer, certains pourraient penser que ce sont ceux qui ne participent pas à la guerre, mais non, c'est très limité. Par exemple, l'Inde, le Pakistan, la Turquie et la Thaïlande, ce sont les seuls qui sont actuellement autorisés à passer. Cela résulte d'une coordination bilatérale. Certains pays auraient pu obtenir ce passage, mais cela ne les a pas intéressés. Ils ne l'utilisent pas, surtout pas au Mexique, car ils ne s'en servent vraiment pas, n'est-ce pas ? Alors, eh bien, l'Iran confirme ce blocage. Ils annoncent qu'ils ne permettront le passage qu'à ces navires qu'ils considèrent comme hostiles, c'est-à-dire des pays qui ne participent pas à des actions contre l'Iran. Et bien sûr, les États-Unis, évidemment, Israël et les pays alliés ont été, eh bien, exclus de ce transit. Il y a quelques jours, j'ai entendu un analyste dire que les navires des États-Unis et d'Israël, cela fait longtemps qu'on ne leur accorde plus d'assurance pour cette raison. Parce que, eh ben, il y en a beaucoup qui sont contre eux, pas seulement dans cette zone en particulier. Ils ont de nombreux ennemis là-bas, donc les compagnies d'assurance ne prennent aucun risque pour la sécurité. La sécurité. Non, ils ne veulent pas perdre, juste gagner. Non, et le classique, tu sais, je me souviens quand on demandait une fois une assurance qu'on a eue pendant environ 1 an. Ah, mais vos enfants pratiquent le taekwondo ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ils voulaient déjà mettre des clauses là-dedans, tu vois, mec, genre, qu'ils ne tombent pas, tu ne mets pas un casque quand ils courent, parce que, enfin, oui, parfois on exagère avec ça. Il y a toute une série de mesures qu'ils prennent maintenant, donc... Et donc, ce mouvement, la garde révolutionnaire, prend un peu les devants sur la liste. C'est complètement différent parce qu'on voyait Donald Trump dire, bon, il était là, plié et tout, qu'il allait être contrôlé par les États-Unis et par l'ayatollah, peu importe lequel c'est. Parce qu'en gros, il ne savait pas, on voyait qu'il en avait déjà vraiment marre des questions et bon, là-bas, ils prennent l'avantage dans cette région. La garde révolutionnaire islamique exhibe la puissance qu'elle a là-bas parce que bon, elle l'a déjà fermée. Bon, eh bien, elle ferme le détroit. En gros, c'était le point où, eh bien, c'était comme la partie finale du conflit, non ? C'était comme son arme ultime, non ? En gros... Il faut se rappeler que l'ultimatum de 48 heures était pour qu'ils ouvrent le détroit d'Ormuz, ce n'était pas pour autre chose. Voilà, il nous reste non pas quelques jours de plus parce qu'il a dit que c'était 5 jours, non ? Il l'a dit lundi. Combien de temps reste-t-il jusqu'à vendredi ? Je pense que c'est jusqu'à vendredi. Eh bien, je veux dire, là oui, avec tout ça, je vois vraiment des troupes entrer en Iran, à moins que le calcul ne soit très différent. Et là, on va entendre des bombardements et des bombardements, mais on ne voit rien. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de bombardements, on les voit, on les aperçoit sur les images.
Mais tu te demandes où est cette diminution dont il parle tant? Je veux dire, tu continues à voir des missiles, tu continues à voir des drones, tu continues à voir une attitude donc qui montre que ça va s'étendre, non? En fait, oui, dans ce sens-là, je ne sais pas. Regarde, oui, ça sert aux Ukrainiens, non. C'est-à-dire avec beaucoup moins de budget, sans le pétrole que possède l'Iran, sans le temps que l'Iran a eu pour se préparer, ce qui représente des décennies, non? Et oui, avec un soutien très limité. Parce que quand ils leur ont promis, ceux de l'OTAN, on va vous envoyer des missiles. Parfois, il se passait 8 mois, voire 1 an, et ils n'arrivaient pas. Alors bon. Il y a des avions qui sont promis, mais qui ne seront livrés qu'en 2028-2027. Espérons qu'avec un peu de chance, la guerre sera déjà terminée, n'est-ce pas? Mais bon, le fait est que, malgré tout, ils se sont battus, non? C'est-à-dire, ils ont quand même prolongé la guerre. 4 ans. Tu dis avec une force qui, en théorie, la Russie était censée être le 2e pays le plus puissant militairement. Et non, ils n'ont pas pu, même en étant voisins, non, dans ce cas, eh bien, l'Iran, je pense que c'est ça le calcul, non. Ou le calcul de l'Iran, c'est une guerre d'usure. C'est-à-dire, oui, la crise, nous l'avons déjà, disent-ils. Et donc, au final, c'est ça, disons, l'avantage, entre guillemets, pour eux, c'est que, en n'étant pas une démocratie, personne ne les remplacera. Ce n'est pas comme s'il y avait, des élections et qu'ils devaient en convaincre et je ne sais quoi. Donc non, n'est-ce pas? Ils ont bien quelques postes publics qui changent. Comme Massoud Pezeshkian lui-même, qui est le président iranien. Avec ou sans Massoud Pezeshkian, ce sont toujours les mêmes qui contrôlent. En réalité, c'est la garde révolutionnaire, les Bassidjis et tous ces groupes qui ont une opposition, mais une opposition très faible parce qu'ils se sont assurés que cette opposition n'existe pas. Alors, ils peuvent mener cette guerre d'usure, comme peut le faire par exemple dans ce cas l'Ukraine. Ils veulent étendre cela au maximum, le plus longtemps possible. Et malgré le fait qu'ils savent que si, soudainement l'aide se perd, ils doivent avoir des stratégies pour savoir comment résoudre cela. C'est pourquoi l'Ukraine fabrique maintenant ses propres missiles et drones. On ne peut pas dépendre uniquement de cela, l'Iran le fait aussi depuis longtemps. C'est-à-dire, ils se sont préparés et ils ont certaines de leurs armes qui sont en grande partie fabriquées avec leurs propres matériaux. C'est-à-dire, en grande partie et un peu de la Chine. Exactement, je veux dire, pour que l'on voit qu'ils ne l'ont pas eu. Iran, il y a 20 minutes, ils ont lancé des missiles, ils annoncent à Israël, Bahreïn, au Koweït et à la Jordanie. Et la Jordanie maintenant, souvenez-vous que la Jordanie est bien armée. La Jordanie n'a pas voulu entrer dans le conflit, à ma connaissance. La Jordanie, a été l'un des pays arabes les moins attaqués jusqu'à présent. C'est surprenant qu'ils attaquent la Jordanie maintenant, Il s'agit de la Jordanie, de Bahreïn, d'Israël, du Koweït, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Bahreïn, Koweït, Israël et Jordanie. Voilà, c'est une partie de ce qui, de ce qui se passe et qui ne... On ne voit pas comment cela pourrait changer, non. La baisse du pétrole, a été plutôt bien réussie, jusqu'à un certain point. Je veux dire atteindre les 97 $. Ce n'est pas mal du tout, mais, c'est déjà à 99,87. Et, on dirait que ça va continuer. Non. Oui. Oui, attends. Qu'a-t-on offert à Trump? Je suis intrigué, ou Trump ment-il? Non, en fait, il n'a même pas voulu montrer, c'est ridicule, non? À une autre époque, si un président avait parlé des États-Unis, tu l'aurais sans doute cru, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne sait pas à qui se fier, l'Iran ou les États-Unis. C'est vraiment mauvais. Qui dit la vérité dans ce conflit? Honnêtement, c'est difficile à savoir. Ce que nous pouvons observer, ce sont certains faits, certains rapports. Également de médias internationaux, de médias indépendants, certains ayant accès à ces zones. C'est là que tu commences par assembler le puzzle, pas pour comprendre la situation. Mais ce qui sort et se vend paraît très lointain et peu crédible. Ce pit case dont il parle, on a tout rasé, oui, c'est-à-dire tout rasé avec des bombes. Il me semble que c'est clair qu'il en a la capacité, il n'y a aucun doute que tu es en train de détruire des bases. Là, il y a les images. Les Iraniens eux-mêmes ont aussi montré les images des explosions. Je parle de la population, c'est-à-dire la population a tout filmé. C'est-à-dire, il est clair qu'il y a bien une destruction d'infrastructures iraniennes. Sur ce point, je n'ai aucun doute. Le problème n'est pas là.
Il est logique que tu aies cette capacité bien supérieure là. Eh bien, il ne reste pratiquement plus d'aviation iranienne. Il ne reste pratiquement plus de forces navales iraniennes. Mais ce sur quoi il mise, ce n'est pas ça. Ce sur quoi il mise, c'est contrôler le détroit d'Ormuz. C'est ça le problème, quand il sortira et dira « Ici, nous avons le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'il pourra le prouver. » Regardez, les navires passent déjà sans problème. Les assureurs appliquent une assurance normale. À un prix normal, le pétrole est à 70 $, ou moins, dit-il. Ah, là je te crois, que tu as tout balayé et que tu as vraiment pris le contrôle de cette zone. En attendant, ce n'est pas crédible. Enfin, c'est crédible qu'ils ont bombardé, oui, c'est crédible qu'ils ont détruit une bonne partie de l'infrastructure. Visible, oui, la partie visible, c'est clair que tu l'as dévastée. Enfin, cette partie-là. Il n'y a pas de doute, celle qui est sous terre, qui n'est pas visible, c'est celle-là qui me laisse des doutes. Honnêtement, je ne crois pas qu'il l'ait terminée ou détruite, sinon il n'y aurait pas autant de réponses. On en parle à la télévision israélienne? Allons-y, allons dans ce détail. Eh bien, il se révèle en Israël un gros potin selon lequel on sait qu'Israël a toujours des agents du Mossad infiltrés au sein des hautes sphères de l'Iran et apparemment on s'attend à des affrontements internes assez explosifs. Et je ne parle pas d'explosifs de bombes en Iran. Peut-être aussi. Peut-être, mais c'est possible. Ils peuvent aussi éliminer la personne qui négocie, mais on ignore qui c'est. Peut-être qu'ils l'envoient dans l'autre monde, dans une relation. Lors d'une réunion récente, Galidat s'est confronté à un commandant du corps des gardiens de la Révolution qui s'appelait Guidi. Et elle lui a dit « Tu as gardé tout l'argent et maintenant tes soldats ne sont pas payés. Je ne fais pas confiance à ta capacité d'arrêter les États-Unis sur l'île ni dans le détroit. Ça... » Bien sûr, regarde. Bon, alors... Ce n'est pas celui qui est censé parler avec eux? Oui. Il y a donc une division entre un leader politique visible, le plus important en ce moment, qui est Mohamed Bakr Galligaf, avec qui Trump est censé vouloir négocier. Il ne le voit pas comme venant de C. Rodriguez? Et il a dit que non. Oui. Mais c'est ce qu'il devait dire. Évidemment, il a dit non, que ce n'est pas vrai, je ne sais pas quoi, mais lui et les membres de la garde révolutionnaire sont en conflit. Regardez, il y a environ 2 ans, nous avions déjà mentionné ici que le guide suprême. Je suis sorti, j'ai marché, il n'avait plus le pouvoir, c'était une figure symbolique, mais la garde révolutionnaire gouvernait réellement. Quand la guerre des 12 jours a eu lieu en juin, nous vous en avons aussi parlé ici, eh bien, il était évident que c'était réel, c'est-à-dire qu'il ne gouvernait déjà plus. Je suis sorti, j'ai marché, souvenez-vous comment le conflit s'est déroulé, le conflit éclate et il n'apparaît pas, je suis sorti, j'ai marché, il n'apparaît pas. Ils ont bombardé toutes les installations nucléaires et il n'apparaît pas. Il est apparu presque à la fin du conflit, avec un message comme ça, après beaucoup de temps. Certains pensaient même qu'il avait perdu la vie. Oui, donc il n'y avait pas de leadership. En ce moment, où est Mojtaba? Personne ne sait où il est, s'il est en vie. Personne ne sait où il est. Et cela arrange beaucoup la garde révolutionnaire, parce que quelle est la véritable image de l'Iran? En ce moment, il y a 2 visages. Le visage de ce personnage, pas cet individu dont je ne connais pas le nom. Ce monsieur, le porte-parole... Pas le porte-parole. Celui-ci, celui qui est ici, qui apparaît toujours super confiant. Ou Abbas Aragachi, qui est ce qu'est la partie politique, pas Abbas Aragachi, représentant un peu le classique ministre des Affaires étrangères, rien de plus. Vous dites qu'il n'a même pas montré le bout de son nez. Quand? Combien de fois est-il apparu en près d'1 mois de guerre? Déjà 4 semaines. 2 fois? Il est sorti 2 fois. Abbas Aragachi est absent comme si le président n'existait pas. Combien de fois le guide suprême est-il sorti? Jamais. Il n'existe pas au sens où il n'apparaît ni dans leur message, ni dans sa voix. Peu importe qui sort, cet individu sort, Abbas Aragachi sort, ce monsieur sort, qui s'appelle toujours Mohamed, je ne sais pas quoi, où il est tant comme le président du Congrès, oui, c'est lui, disons, la personnalité politique avec le plus de pouvoir visible et qui pourrait négocier. Ils ne vont pas le faire. Les États-Unis ont affirmé qu'ils ne négocieront pas avec la garde révolutionnaire, mais pas avec Abbas.
Encore moins, en tout cas, vont-ils négocier avec cet individu ou avec un personnage moins extrême. C'est là le sujet, donc c'est vraiment fou tout ça, que des divisions ou des disputes aient lieu entre eux. Bien sûr, c'était à prévoir, non? Ils avaient déjà des différends depuis longtemps et nous passons à une autre information. Nous allons continuer. Nous allons. Merci à tous et à toute la communauté qui nous soutient. Avec un super chat aussi via PayPal ou Logs ou autre, là dans la description il y a plusieurs façons de nous soutenir. Un grand merci à ceux qui le font. Où vas-tu? L'autre jour, un membre du gouvernement russe a déclaré que la Russie ne souhaitait pas que la guerre s'étende à la mer Caspienne. Ce n'était pas clair, mais maintenant on comprend. Eh bien, il s'avère qu'Israël a lancé une attaque contre une base navale iranienne à Bandar Asali, sur la mer Caspienne. L'attaque a détruit au moins une corvette et 2 vedettes lance-missiles iraniennes. Cette perte représente à peu près la moitié des navires de guerre que l'Iran possède dans cette zone. Et les vedettes détruites étaient de classe Sina, équipées de missiles anti-navires Nord, et la corvette James 7 servait de navire de commandement à la flottille iranienne en mer Caspienne. Ce port attaqué n'était pas leur base principale, mais un point de dispersion des forces. Les analystes pensent que ce port servait également à recevoir des armes depuis la Russie, puis à les acheminer vers l'Iran. Et l'attaque fait partie de la stratégie menée avec les États-Unis et Israël pour détruire leurs capacités navales et de missiles. Nous voyons la distance qui sépare la mer Caspienne, la voilà. Il faut rappeler que l'Iran n'a pas vraiment de littoral, pour ainsi dire. Parce que ce n'est pas vraiment une mer, même si cela y ressemble, la mer Caspienne est immense, gigantesque, mais c'est un bassin fermé, elle n'a pas de connexion avec la mer. Vous voyez, il n'y a pas, contrairement par exemple à la mer Noire, elle, est reliée à la mer. Voilà la séparation, ici, c'est par la Turquie, ça la traverse parfaitement. Donc oui, tu peux venir en mer tranquillement et passer vers la mer Noire si tu veux, mais tu ne peux pas passer à la mer Caspienne. Alors, il y a 1400 km de distance qu'on observe depuis Israël vers cette zone, on va s'approcher exactement du point le plus proche de l'Iran. Et que ce soit la côte, pas parce que c'était sur la côte, non. Comme tu dis, si l'attaque a eu lieu sur la côte, il y a 1400 km de distance d'Israël vers cette zone. La majeure partie de la mer Caspienne appartient à la Russie. C'est pourquoi la Russie ne veut pas qu'on vienne s'immiscer ici. Ici, la Russie a une flotte. Ici, il surveille. Le Turkménistan a une partie. Il a une partie de la côte. Non, la Turquie n'en a pas. C'est l'Iran. En tout cas, c'est l'Azerbaïdjan. Et ensuite, ici, c'est la Russie. La Géorgie non plus n'a rien ici sur la mer Caspienne. Donc c'est essentiellement l'Azerbaïdjan, oui, la Turquie, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie sont les pays qui ont une côte sur la mer Caspienne. Je ne me souviens pas s'il m'en manque un autre, mais c'est la mer Caspienne, non? Là aussi, il y a des tensions et des problèmes. Incroyable, salutations, comment vas-tu? Bagarre, bagarre, dit Wilco, c'est comme s'ils étaient vraiment agressifs. Dans ce sens, celui-ci dit « Salutations ». Comment va Roble? Énorme, salutations à Cuba. Wilco, comment vas-tu? Qui d'autre est là? Lagos Saladocept dit ici ce Wilco. Qui d'autre est là? Marcella, salutations énormes à toi aussi. Allons donc à d'autres sujets importants. Juste pour vous rappeler que nous faisons des directs tous les jours, parfois longs, parfois courts, on varie. Nous essayons que toutes les informations sortent en direct pour aussi avoir le retour de vos commentaires et nous essayons que, surtout quand ce sont des directs longs, il y ait une réaction de la communauté, ici dans le chat. Et nous essayons d'afficher les commentaires pendant les émissions, surtout les plus longues, pour qu'au moins quelques commentaires apparaissent, n'est-ce pas? Merci beaucoup au fait d'être ici, il dit. 1500 km comme depuis la ville de Mexico, lancer des missiles vers Sonora. Quelle folie, il dit, pauvre monde. En fait, avant de passer aux commentaires, dans les commentaires, oui. Oui, je ne sais pas si. Tu me souviens, un mouvement très intéressant se produit de ce côté. De la part des États-Unis. En fait, ils se battent pour l'âge d'enrôlement, le recrutement des soldats, et cela concerne essentiellement tout le monde. Cela peut être l'armée régulière, la garde nationale de l'armée et la réserve de l'armée, eh bien, ce sont essentiellement ces trois-là où l'on peut s'enrôler. Et l'âge passe de 30 à 42 ans à partir de ce mois-ci. Cela attire beaucoup l'attention. Évidemment...
Bien sûr, ils étendent l'âge de recrutement des personnes plus âgées jusqu'à 42 ans. Comme cela s'est produit en Russie, et je ne me souviens pas si c'était aussi le cas en Ukraine, je crois que c'est dans les deux pays. C'est arrivé parce que c'est arrivé, parce qu'ils sont en guerre. Oui, n'est-ce pas que cela se passe en ce moment aux États-Unis? C'est vraiment très tôt, il dit. Attends, en parlant que ceci est une opération spéciale, pas comme celle de... C'est une opération spéciale? Comme celle de la Russie, ce n'est pas une opération spéciale, mais une vraie guerre. Parce que tu prolonges l'âge et parce que jusqu'à 42 ans, ça ne se fait pas. Enfin, oui, bon, ça m'étonne beaucoup qu'ils l'étendent jusqu'à cet âge-là. Sincèrement, c'est surprenant. Je veux dire non, ils ne peuvent pas recruter des plus âgés, sauf s'ils le souhaitent. Mais disons que l'obligation jusqu'à 42 ans, c'est si jamais ils entrent. Oui. Et ensuite, ce n'est pas la première fois que cela arrive, cela s'était déjà produit quand ils ont repoussé la limite à 42 ans maximum, pendant les guerres. Même s'ils ne nous disent pas que ce sont des guerres, ce sont bien des opérations de combat. En Irak et en Afghanistan, ils ont fait exactement la même chose et ils ont de nouveau abaissé la limite à 35 ans en 2016. Alors, eh bien, la limite est de nouveau portée à 42 ans. Parce qu'on dit que s'il y a une crise de recrutement, beaucoup de jeunes ne sont pas intéressés à s'engager, à devenir militaires. Et puis, en plus, les mouvements qu'ils vivent à ce moment-là... Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Pas trop. Passons aux commentaires. Comment ça va? Comment vous allez? Merci beaucoup. Au fait, à la communauté qui nous regarde en différé, on ne vous oublie pas non plus. Nous savons que la plupart arrivent après, parfois même des jours plus tard, donc, eh bien, une grande salutation et merci d'être là. Si tu es arrivé à ce point de la vidéo et que tu nous regardes en différé, laisse-nous un commentaire. Dis-nous, Pépé, moi j'ai bien regardé jusqu'à ce point, et bon, ça fait vraiment plaisir, dit François. Ah bon, c'est parti. Ils vont appeler à la guerre, non? Mais Pépé n'est pas des États-Unis. Si je ne suis pas des États-Unis, mais vous continuez à venir, je veux dire, je demande si vous étiez aux États-Unis et que ça vous arrivait, ou dans votre pays. Non, s'il y a une conscription, est-ce que tu irais à la guerre ou tu refuserais? Tu dirais non, je n'y vais pas, comme si c'était une décision à prendre. Je veux dire pas qu'on te dise tu décides. Tu ne veux pas y aller ou tu ne veux rien dire. Moi aussi, je pense pareil ou ça dépend. Je veux dire, si c'est une guerre... Ou tu vas envahir, alors non? Exactement, s'il n'y a pas de raison, vraiment non. Je veux dire, si on t'envahit ou qu'il se passe quelque chose, ou qu'on vient de te faire quelque chose. Oui, bien sûr. Eh bien, je pense que ce genre de choses peut être évité avec de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'intelligence existe. La diplomatie qui n'existe pas? On ouvre, et oui, même sans diplomatie. Peu importe ce que tu veux, ça m'est égal, je vais y aller et agir. C'est à ça que sert l'intelligence. C'est pour ça qu'on évite les guerres, on évite beaucoup de bains de sang. Et on peut obtenir le même effet, voire même mieux, n'est-ce pas? Sans t'attirer autant d'ennuis ni causer de problèmes. Sur ce sujet, que ce soit économique, etc. Non, mais bon, il dit « dites ça à intelligence », Almoza, il dit « salutations », Pixel, comment ça va? Je pense que c'est ça la clé, non? C'est-à-dire l'intelligence. Et Israël l'avait déjà démontré, dans le sens où il avait limité l'avancée nucléaire de l'Iran jusqu'à un certain point. Peut-être aussi ce qu'ils estiment dans ce moment, parce qu'on ne le sait pas. Ce qu'ils estiment peut-être, c'est que peut-être. Les services de renseignement des États-Unis ou d'Israël n'avaient plus réussi à pénétrer dans les profondeurs où se trouvent les installations nucléaires. Peut-être qu'avec le temps, les services de renseignement iraniens ont évolué. Et ils se sont dit, on est peut-être aveugle à un certain niveau, non? Ça pourrait être, je veux dire, c'est un peu ce qui se passe avec la Corée du Nord, avec la Corée du Nord. Ils étaient dans le flou jusqu'à ce que, soudainement, surprise, il y a des armes nucléaires. Le cas de la Corée du Nord est vraiment compliqué, mais c'est un exemple de la façon dont les services de renseignement ne peuvent pas tout faire non plus. Parfois non, donc oui, c'est difficile, dit-il. Maintenant, oui, le monsieur s'en va. Jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est non, il ne va pas bien, il est un peu malade. Et il ne va pas bien. Il va passer outre, tout comme Trump l'a fait quand il était jeune aussi. Oui. Non, salutations à Éric Marin et Aurelio. Pour la Gara, il faut être convaincu de la cause, surtout si on y va volontairement. Oui, c'est bien ce qu'il demande, volontairement. Salut, comment vas-tu? Et si je t'ai donné? Art? Oui. Salut. Salut, comment tu allais? Pour être une très bonne idée, des idées? Des idées? Salutations, Perla. Et je préfère aller en prison plutôt que d'aller à la guerre. Mourir pour des idéaux et de l'argent me paraît insensé, mais aussi... Un bon point, la santé est très bonne. Tapatia.
Éric Marino, comment vas-tu? Très bien, Perla, un immense salut, comment vas-tu? Quoi de neuf? C'est ton chaton, Perla, ou ta petite chatte? Dit Carivel. Où est le prof Mandon pour qu'il le fasse? Lui, il dit. Dit Robles. Dit examen à Robles, c'est qu'il n'a pas eu l'examen. Ah. Robles est dit. Je ne sais pas pourquoi tu as un dilemme. Salutations, salutations. Aussi, dit Eric, il dit salutations, salutations. Vous ne sentez pas qu'il ne reste plus que les plus fous du régime iranien? Je ne vois pas comment tous leurs voisins, Israël et les États-Unis, peuvent les laisser au pouvoir. Que ce soit vrai ou non, ils m'ont laissé les pires. Ça m'interpelle beaucoup qu'il n'y ait pas ce moi. J'irai seulement à la guerre des gâteaux, celle-là est bien, Raoul Sands. Ce coup de gâteau? Coup de gâteau. Et ça, je ne l'ai pas eu à la Limona. Oh, que c'est bon. Eh bien, si ce n'est pas bon. Salutations à Marco Anthony, salutations au Honduras. Je vous regarde toujours tous les deux, parfois en direct ou en différé. Salutations Marcos. Salutations Marcos. Quel est le pire gâteau? Si celui que tu dis n'est pas horrible, ce truc-là. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout aimé la forêt noire, je n'aime pas, tu n'aimes pas, non, c'est que pour moi, le goût de la cerise, c'est comme si ce n'était pas une vraie cerise, c'est une cerise artificielle, c'est vraiment trop fort. Et s'il te plaît, pour qui sait combien de choses, dit Alan Macias, ils ont commenté que les Béné Barak sont acidiques, eux, ils ne se sont même pas engagés dans l'armée, et les Ariens attaquent avec leurs missiles, malheureusement, ça continue. Pour commencer, ils sont contre l'existence, beaucoup sont contre l'existence d'Israël, ils ne parlent pas hébreu, c'est-à-dire ils ne paient même pas d'impôts. Et c'est un sujet... C'est un sujet fort. Oui. Salutations de Marie Quintero depuis le Panama, à l'écoute, c'est excellent. Salutations Marie Quintero. Mon homonyme, José Fuentes et Marie Quintero, un immense salut à Elena, salutations jusqu'à Puebla, comment ça va? Dit-il. Salutations à tous depuis Tehuacan, une forte accolade pour les collègues et du courage pour les malades. Aujourd'hui, il y a eu de la pluie et de la grêle. Vas-y, salut Octavio, dit-il. Le fils de Trump sera-t-il recruté ou vont-ils aussi inventer des problèmes d'ongles comme pour le père? Paranoïa, Vizna, voilà. C'est qu'il est un peu malade. Il a mal au ventre, oui. Oui. Ne blâmez pas le Mexique. Il n'a pas copié les tacos du Mexique. Oui, c'était le Mexique. Et à cause du Mexique, ils ne vont pas blâmer le Mexique. C'est toujours comme ça, ils ont aimé... Non. Oui, je vous l'ai mal dit. Cabiane, comment vas-tu? Celui au citron, celui-là tu ne l'aimes pas, mais donne-moi celui au citron. Et le pain au citron, celui qu'on appelle pound, je crois qu'en anglais on dit pound, c'est comme un gâteau avec du pain. C'est comme celui que j'ai fait la dernière fois, celui de mon 5, vous l'adorez? Salutations à José Fuentes, bonjour Pépé, salutations depuis Mar del Sol de Zapote. Je sais lequel c'est pour celui-là. Je ne l'ai jamais vu, mon cher. Oui, gâteau de Zapote. Ils disent avoir perdu contre l'Afghanistan où les gens portaient des sandales, et ici c'était la 3e fois. Merci. Salutations à Rouen Lafontaine qui dit bonjour. Je me demande s'il existe un gâteau aux Zapote. Eh bien forcément, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que c'est un fruit. Ah, je croyais que c'était apporte comme sauter. Dit Rouen Lafontaine, bonjour. N'oubliez pas les récents mouvements de la Corée du Nord et de la Chine contre Taïwan. Oui, tout le monde n'est pas là à dire qu'il ne nous regarde pas, ce n'est pas de Tapatia, ce cas-là c'est celui qui a refusé d'aller à la guerre. Oui, eh bien oui, sa justification était compréhensible, elle n'était pas en faveur de cette guerre. Et bon, ce qui est très célèbre, c'est ce moment des États-Unis. Ça a été beaucoup documenté et il y a eu plein de documentaires sur comment, eh bien non. C'est-à-dire en plus... Symbole contre la guerre. Exactement. À l'époque, il disait « Allons-y, mais comme des soldats de second rang à part. Ils n'avaient pas tous les droits aux États-Unis. Alors, pourquoi tu veux nous avoir? Tu nous obliges à aller nous battre alors que nous n'avons pas ces droits que les autres ont. Il y a le zapote, le zapote, le zapote, zapote. » Comment est-ce zapote? Je ne sais pas. C'est un fruit foncé, non? D'après moi, cherche-le. Je pensais que c'était comme un ingrédient pour la nourriture. On me dit que le zapote s'ajoute. Zapote, zapote noir, il dit. Il dit sopilote, ha 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 ha. Je dis à part que les sopilotes ont parfois une mauvaise réputation. Même s'ils sont très utiles et très nécessaires. Super utiles. Mais pour moi, ça a été très intéressant. En vérité, regarde. Ils n'ont pas de plumes pour garder leur visage propre et éviter de se salir. Je trouve les pilotis très intéressants, vraiment. Et les voir de près, c'est impressionnant. Parce qu'ils sont gigantesques, les ailes semblent très grandes, dit Beto Barbas. Bonjour, en tant que maquettiste à l'échelle, surtout de véhicules militaires, j'ai pas mal de connaissances sur la guerre, d'accord? Plus on en sait sur la guerre, plus on aime la paix, dit Beto. Un commentaire sur tes salutations.
Où peut-on voir ton travail? Si tu veux le partager, ce serait super. Si tu as quelque chose de génial, Partage-le dans la communauté pour voir les réalisations. Salutations à Moreau qui dit « Et si j'étais un grand guerrier, mais que ma plaie est tombée en panne ?» Raoul Sex dit que c'est le plus exigeant. Oui, c'est fou, dit Raoul Sex. C'est le plus intelligent. Si un jour le Mexique entre en guerre, il faut aller dans un pays en paix, dit Raoul Sex. salut Raoul, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ce super chat, salutations à Tijuana, comment ça va par là-bas? Au fait, salutations. Aussi, Pionnier dit que c'est un manque de respect. Si j'ai 43 ans, donc je suis exclu de l'armée. oui, maintenant je veux y aller, maintenant je veux y aller, maintenant je veux y aller. Je ne voulais pas. Mais comme il refuse que j'y aille, je ne sais pas. Salutations. Merci beaucoup de découragement. Et aux Alovenos aussi. Armando dit qu'il enverrait sa belle-mère pour être bonne à la guerre. Pour être bonne, alors elle a la langue bien pendue. Salutations à Mini Videitos, il s'appelle Miguel. Il ne le dit pas, il a oublié. Il te fait le pas, il ne l'a pas fait, c'est une plante. Les haricots, il dit « Celui-là, il l'a oublié. Non, celui dont je parle. C'est-à-dire ce que je dis si je suis... Que j'ai dit. Si j'ai dit, c'est un moi. Je l'ai entendu comme un ingrédient. Si c'est arrivé et c'est passé pour elle. Exactement, oui. Oui. C'est que oui, c'est le chêne, le pain, on n'a pas de pain, il n'y a pas de courant et ils ont fermé. C'est Mamé, il ne dit rien, merci. Non, eh bien oui, j'ai fait de l'exercice, mais voyons. Vérifie, c'est peut-être Mamé. Je sais. Je ne sais pas où le zapote. Là, c'est écrit le zapote. Oui, c'est vrai, c'est écrit le zapote. Peut-être qu'il ressemble au Mamé. Non, si c'est le zapote ou... C'est ce qui est écrit là. Oui, c'est la saison du zapote. Regarde, voici ce fruit. Saison. Il est écrit zapoté. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être faux. Non, peut-être que ça ressemble. Il se peut que ça se ressemble. Regarde, c'est là, c'est le zapote. Regarde, celui-là aussi. C'est le même. Non, il est différent. Le noyau est différent. Ah oui, celui-là doit être ce zapote. Est-ce que tu cherches, les gars, zapote, dit Caraïbe? Les gars, zapote. C'est un seul mot. Utilise-t-on de l'oignon dans le gâteau à la carotte? Tu n'aimes pas ça? Oignon? Oui, regarde, ça apparaît là, ça ressemble. Oui, regarde. La voilà. Autrement dit, ce sont les garçons zapotes. Oui, c'est écrit. Fruits exotiques. Mamet et les garçons zapotes. Alors, ils sont apparentés, Mamet et les garçons zapotes, archéologie mexicaine. Non. C'est un mamet. Ah bon, on va avoir ici une discussion. Ah, regarde, le Mamet dit, et les garçons zapotes, archéologie mexicaine dit. Ce sont des parents? Ce sont des parents, d'accord? C'est comme la banane dominicaine et la banane normale. Je dis bonjour à Daniel Gonzalez, il dit pâté de viande. Dit Daniel et Mamie. L'un des deux, et Mamé est là. Elle est là. Des différences. Allez, Angel. Allons voir les différences. Ah, c'est-à-dire pourquoi tu me frappes? Car tu m'as frappé d'abord? Non, tu es en train de me frapper, il dit. Voyons. Euh, Voilà, regarde, c'est le Mamet, ils se ressemblent beaucoup. L'un est plus grand, l'autre plus petit. Ah, Canyon, voilà, regarde, c'est le zapote et l'autre c'est le Mamet, non? Donc, voilà. Dis-moi, lequel tu préfères? Je n'en ai jamais goûté, je n'en ai goûté aucun, ça ne dit pas. Ça ressemble à un goût ou quelque chose, au moins. Qui sait? Salutations à Thelma Ortiz. Elle dit qu'ils doivent montrer l'exemple, que les leurs y aillent d'abord, puis les nôtres. La coiffeuse part déjà? Non, oui. Si la guerre éclate, que Barreau y aille en premier? D'abord que Barreau arrive et qu'on l'emmène. Il est sûr qu'on y va. Non, la date est déjà passée. C'est pas? C'est déjà périmé. Il en a combien, Yared? Eh bien, il doit être plus grand que nous. Yared Costa? Oui, vérifie, il dit. Mon père va avoir quoi, 43 ans? Par hasard? Non, parce que la fille à mon âge ou est plus âgée. Voyons, il dit qu'il a 45 ans. 45. Ah, d'accord. Oui, non, il a déjà dépassé l'âge. Il a dépassé l'âge, ce gars s'est déjà tombé, il dit qu'il a eu un bambino. Il dit que la chaussure est plus petite que le mamet et a une peau plus douce. Et il dit à Marcelo, moi j'aime le gâteau aux 3 laits. Ah oui, délicieux. Il dit, Le mamie est plus fibreux, il dit ok. ok, et il dit, Verderi, être en faveur de la guerre, c'est de la folie. Il dit, Verderi, salutations. Oui, Verderi, salutations, Verderi, il dit. Il dit que Marcella aime le gâteau ou la tarte aux 3 laits. Oui. Bonjour MTK et Pépé. Beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux sociaux concernant le stockage de nourriture en cas de pénurie. Qu'en pensez-vous? Qu'en savez-vous? Est-ce prudent ou est-ce une mesure de panique? Non, je ne pense pas. Écoute, oublions la guerre n'existe pas, il n'y a pas de tempête tropicale, pas d'ouragan, pas de séisme, rien de tout ça. En supposant, non.
je pense que c'est tout à fait valable. Je pense qu'il devrait y avoir une culture de la prévention, simplement par précaution. Peut-être, Peut-être, tu tombes malade? si tu tombes malade ou perds ton travail, ta famille en souffre aussi. Écoute, tu sais, il ne manquera pas de nourriture, je veux dire, je pense que oui, en plus il y a beaucoup d'options non périssables, tu vois, à avoir. Nous avons perdu cette habitude, mais nous avons discuté du fait que nous allons essayer de l'appliquer petit à petit. Avoir une petite boîte, ce n'est pas comme un grand entrepôt, juste une petite boîte, tu vois. Et dire chaque semaine j'y vais et j'achète un peu plus, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas non plus de tout accaparer, juste un peu de ce que tu as, tu te dis, au moins pour quelques semaines. Oui, non, il ne s'agit pas non plus, comme on dit, de paniquer. Rien de tout ça, c'est juste en avoir un de plus, logiquement. Si quelque chose arrive, tu sais que tu en as un là. Ah, Nous avons eu cette habitude pendant plusieurs années. C'était une petite boîte où l'on peut mettre plein de choses, n'est-ce pas? Une grande boîte en plastique type hermétique qu'on remplissait peu à peu, c'était comme faire 1,5 fois les courses, mais seulement avec des produits non périssables. Et avec ça, on l'a laissé là. Et on n'en a jamais eu besoin parce qu'on vivait dans une zone de cyclone, on n'a jamais eu besoin de l'utiliser. Alors en décembre, quand la saison se terminait, on commençait à sortir des choses de là. De la confiture, des haricots ou du thon, et je ne sais quoi d'autre, on commençait à les consommer. Et à la fin de l'hiver, c'est-à-dire au printemps suivant, on recommençait à remplir la boîte. Elle était pratiquement vide, et on recommençait à la remplir. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Pas à cause de la guerre, simplement par pure logique de prévention. Ça ne fait pas de mal. En stockant de la nourriture, le gardien ne manque jamais de rien. Mais si, C'est une phrase qui... dit Daniel Gonzalez, je doute qu'un pays affirme que la guerre est bonne. Alors pourquoi la justifie-t-il encore et qu'elle continue? Bon point là, Daniel, un grand salut. Je pense que la seule façon dont c'est justifié, c'est quand on envahit ton pays. En dehors de ça, tu n'aurais aucune raison d'aller à la guerre. Un non. Non, celui-ci dit « Bon, avec toi, bébé. J'espère que Trump ne fera pas une grosse erreur, il dit. Salutations, Rossio. » Il demande si Pépé t'a frappé quand je venais chercher ma fille. Dans le ciel, on voyait des éclairs roses, pas des éclairs normaux, c'était des lumières comme quand il va pleuvoir. Qu'est-ce que ça pouvait être? Quelque chose comme de l'ozone dans l'air ou un gaz dans l'atmosphère? Je ne vais pas vérifier. Ouais, c'est fou, non, non. Non. Ne le fais pas, ne viens pas conduire. Non, oui. Non, je ne l'avais pas entendu. Oui, et c'était la nuit, n'est-ce pas? Donc, ok. Eh bien, je crois. Salutations à Ruth. Zambrano dit « Bonjour Pépé, je fais juste un petit coucou et je te remercie pour l'information. Merci beaucoup Ruth. » Merci beaucoup, salutations, Ruth. Très bien, dit Raoul Sachs d'Europe a échappé à la famine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont cultivé des pommes de terre, elles poussent dans la terre et on ne les voit pas, dit-il. Oui, 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 oui. Elles te protègent des radiations, non. Ou les absorbent, ou non, elles ne les absorbent pas. Je pense aux pommes de terre, car dans le film sur Mars, c'était la seule chose qui poussait à cause des radiations. Elles sont donc immunisées aux radiations. Il y avait un lien avec les radiations et les pommes de terre. Il dit « J'en ai acheté plus que prévu parce que je ne sais pas combien ça va augmenter. Et aussi à cause des promotions. Oui, bien sûr. » Ce qui m'a frappé, c'est que pendant 2 ou 3 semaines, la tomate était hors de prix. Oui, et maintenant, ça commence à revenir. Elles sont à 30, mais c'est monté jusqu'à 65. C'est ridicule. Et tu n'as pas pris le citron? Je ne l'ai pas vu maintenant? Non, je ne l'ai pas vu. Salutations. L'avocado est à 40 pesos actuellement. Donc, c'était étrange de voir l'avocat et la tomate au même prix. Oui, oui. Il y a 2 semaines, dit Cécilia. Péninsule du Yucatan. Non, pas pour nous, dit-elle. Chris, que se passe-t-il? Dit-elle. Aujourd'hui, j'ai vu Lice discuter, puis une vidéo montrait qu'ils avaient arrêté un garçon qui avait tenté de fuir, mais ils l'ont attrapé. Tout à l'heure, mon fils m'a montré la photo de ceux de Lice à l'aéroport. Je crois que c'était la garde. Écoute, ce sont des gamins, ils ont au maximum 18 ans, je pense, à cause de leur âge. Mais comment est-ce possible qu'on leur donne ce genre de travail? Salutations à... Et si ici, ils ont de quoi garder une boîte, merci beaucoup, oui? Merci, c'est bon, la boîte est prête, super. Vous souhaitez l'adresse mail pour envoyer les photos? Oui, ça marche, ça marche. Je pense que oui. Salutations à Caraïbes qui propose « Cultivons légumes et champignons ». Eh bien, salutations, Caraïbes. Car les champignons sont très nutritifs. Oui. Si tu n'as pas de viande, tu manges des champignons, dit-elle. Félicitations pour la chaîne, découverte la semaine dernière. Salutations de l'Uruguay, Aparicio.
Nous espérons que tu resteras longtemps avec nous, tout comme beaucoup de membres de notre communauté qui sont là depuis des années, 17 ans, 10 ans. Nous venons de fêter les 10 ans de cette chaîne, même si au début, nous ne faisions pas ou très peu de transmissions. Mais la chaîne a déjà 10 ans. YouTube me l'a rappelé, pas celle-ci, moi, regarde. Une décennie, il dit. Sarah ici, maintenant, écoute, pendant que je gère les salutations, Sarah et salutations, et Roble dit, ah, attendez, salutations, Roble, Dit José, c'est José Aroa, voilà, aha. dit Aurelio Garcia. Avant, dans les stations-service, il y avait des gens qui demandèrent de l'argent. Maintenant, ils se promènent avec leur bidon en demandant de l'essence. Super, c'est bien, je comprends, parce que ça continue d'augmenter, n'est-ce pas? Oui, et pour le gaz, je pense que c'est ce qui fait le plus peur en Europe en particulier. J'imagine que oui, parce que ce n'est pas pour plein de choses. Salutations à A, dit Papa de Nova, une blague, voyons. Salut, jolie, comment tu t'appelles? Éloigne-toi de moi, je peux t'appeler Hale. Mentionne un livre qui a changé sa vie pour toujours. Le livre du registre civil. Aïe, salutations, Papa de Nova, il dit, quand un fruit ou un légume que j'achète habituellement est trop cher, je ne l'achète pas ou je cuisine avec ce que j'ai. Oui, je devrais faire ça. Le problème, c'est que la tomate est partout, elle est pratiquement dans tout. Oui, c'est un peu compliqué. Il y a la tomate et le citron. Mais on essaye aussi de faire ça, oui, avec les légumes, les fruits aussi. Je me souviens qu'à une époque, quand j'étais petite, le citron avait énormément augmenté. Je pense que c'est ma logique, et ma mère achetait un seul citron. Ils vendaient du citron en liquide ou en poudre, il y avait deux options, une version déshydratée et une version liquide. J'imagine que c'était faux, non? Oui, et ça avait l'air horrible, c'était les pires. Je m'en souviens encore, notamment du goût, car je mangeais souvent de la soupe au bon citron. Et tu mettais de celui-là? J'en mettais et ça me gâchait toute la soupe, alors ça a été très traumatisant. Nala, merci beaucoup, la Nala, salutations, dit. Salutations, Christy. Commentaire, dit... Conserver la sauce tomate prend beaucoup de place. Je vous recommande de la faire en poudre. Pareil pour la fraise. Ah, Bien. très bien. C'est si compliqué, Christy? Je vais voir sur YouTube, il doit y avoir un tutoriel. Bien sûr, ce « Et si je te suis » de la route verte, les mystères de la petite étoile, maintenant avec Lily Hostile. Oui, quelle époque. Oui, quelle époque, tu sais. De bons moments. Oui, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Nous voulons être heureux en pensant à la route verte. Je me disais, et si je faisais une émission de temps en temps, même une fois par semaine, et chaque fois que nous avons repris, comment ça s'appelle, je veux aller plus vite, pas avec la... Je me dis que je vais reprendre la chaîne une fois par semaine, puis j'en fais 2 ou 3, et finalement ce n'est plus possible avec autant de charges. Donc, si jamais j'en arrive à le faire un jour, il faudrait que ce soit comme ça. Genre vraiment une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Qu'on peut le faire et choisir un très bon sujet, dit Altagracia. Comment ça va? La République dominicaine? Dit Raoul Sachs. Les champignons sont nutritifs, sauf ceux de la faim. Oui, enfin non, si possible, non. Quand je les ai connus, ils n'avaient même pas d'enfants. Bonjour, comment va la tomate? Eh bien, il y a une très bonne tomate en conserve au lait que j'achète, oui, mais c'est qu'on l'utilise beaucoup pour les pâtes, pour la soupe, pour beaucoup de choses, dit Olga. Et qu'est-il arrivé au dossier? Oui, c'est ça, oui. Rien. Les dossiers sont vides? Rien. Silencieux. Oui, non, en fait, si c'était ça l'idée... Eh bien, à Cuba, il y en a peu. Limon, c'est rare. Une livre coûte 1000 pesos, mais une livre, ils la mesurent comme aux États-Unis. Mais 1000 pesos, 1000 pesos, ça fait combien en dollars, Robles? c'est-à-dire 1000 pesos? Pour nous donner une idée, Quand on dit que ça doit être très bon, il dit qu'il y a beaucoup de oui, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ce que j'ai pensé et ce qui a été transmis en direct pour que ce soit ainsi. C'est plus dans l'idée, en gros, d'une thérapie pour les routiers qui restent, qui sont encore là, et aussi pour moi. Non, en gros, parce que ce sont des sujets qui ici ne restent pas. Non, ils ne restent pas. Ils vont être révélés à ceux qui ne connaissent pas, donc seulement là-bas, non, c'est la seule chose. Alors, même pour une thérapie, même pour, comment on appelle ça, cet équilibre psychologique, j'ai besoin de sortir ces sujets. Non, parce que si... elle dit ma vie et toi. C'est comme un congélateur à la maison, toujours avec les mêmes légumes. La viande est très chère. Elle dit ma vie et toi, oui. Raison pour laquelle, au niveau des promesses, beaucoup, mais si je le dis, c'est parce que vraiment je le pense. Non, ce n'est pas comme ça.
Oui. Parce que quand quelque chose m'enthousiasme, je commence à vouloir dire merci. Alors, elle se déconcentre des autres choses? Cette année, j'ai appris Ah. que le bon doit aussi être équilibré. Alors, je vous en parlerai plus tard parce que je vous le raconte. L'itinéraire... Oui, je vais le faire une fois par semaine seulement, mais voilà, on va fixer la date bientôt, seulement. Laissez-moi en parler avec l'oreiller, c'est-à-dire réfléchir aux techniques, à vos sages conseils. Conseil sage et 10 000 pesos, 2 $, c'est-à-dire ça fait 35 pesos mexicains. Et bon, ici, c'est plus cher. Mais le problème, c'est que lui, ce qui ne va pas, c'est ce qu'il leur paie. Non, parce que l'autre jour, j'écoutais une interview où j'ai entendu parler des journalistes dans toutes ces affaires, là-bas à Cuba. Il demandait à une dame, par exemple, ses dépenses, et la dame disait « Je gagne 2500 ». Elle faisait le ménage dans les maisons, c'était le seul travail qu'elle avait trouvé. Évidemment, elle a fait des études comme presque tous les collègues cubains, mais elle fait le ménage, on la paye 1500. Non, à Cuba, elle dit. L'huile coûte 1000 pesos et quelque chose, je ne me rappelle plus le reste. Donc, si je l'achète, je ne peux pas dépenser pour ce genre de choses. Que si ce n'est pas... Je n'achèterai qu'une chose, mais ce n'est pas possible. Donc, si le problème vient du paiement, le prix n'est finalement pas si mauvais. Marcella, oui. Surtout, c'est ça le sujet, le sujet de l'esprit, le mysticisme. C'est cette partie-là qui m'intéresserait de poursuivre, pas tellement les récits. Je pense qu'il y en a beaucoup et ce n'est pas la partie que je préfère. J'aimais les récits, mais ce que je préférais, c'était cette partie-là. La partie mystique ou la partie de la planète étrange. Ce n'est pas le genre de choses que je préfère. Dit Messi. Le secrétaire à la Défense, qui, est un ivrogne, pas du tout quelqu'un de bien, aujourd'hui, il a encore regardé une vidéo faite par ceux de Fox News, qui sont partis, en ce moment c'est le spring break, comme ils disent. Le spring break, ils sont allés sur les plages. Il me semble qu'ils venaient de Floride et ils demandaient aux jeunes, qui sont des jeunes, mais ils ont déjà 18 ans ou plus, pas sur les sujets dont on parle tous les jours ici, pas sur le Venezuela ni sur l'Iran. Je ne me souviens plus du sujet, ils ont posé une question. En gros, ces deux-là ne savaient même pas où ils étaient, ni ce qui se passait. Je pense qu'ils étaient tellement déconnectés de la réalité et de leur pays. L'un disait que le Venezuela était en Espagne, imaginez. Un autre disait, l'Iran, je ne sais pas où c'est, mais qu'on leur lance une bombe. Et c'est la même attitude que Pichet. Vous réalisez qu'il a l'esprit d'un étudiant en vacances. Il n'a pas évolué. Salutations, dit la citation. Vers 1500, précise Roble, ce n'est pas plus cher. Et n'oubliez pas, ce n'était pas 1000, mais maintenant c'est déjà 1500. Imagine, salutations, Roble dit. Vas-y, Gastrida, essaie le retour à la route verte. Il dit non. Eh bien, c'est qu'il peut le faire. Le truc, c'est qu'il ait le temps de se reposer, de passer du temps avec sa famille. Oui, surtout, c'est cette partie-là, c'est-à-dire de comment l'équilibrer. En gros, non pas que ce soit impossible, c'est possible. Le plus important, c'est de l'équilibrer. Et c'est déjà un sujet qu'on traîne depuis un moment, c'est juste qu'on ne l'a pas... L'approche a été différente, parce qu'en gros, ce n'est pas pour relancer une chaîne. Ce n'est pas l'idée, sinon, en tout cas, l'idée, c'est littéralement de discuter avec ceux qui veulent discuter une fois par semaine. Et c'est tout. En gros, c'est ça, non ? C'est-à-dire discuter de ces sujets et pas tellement plus. Ce que je ne veux pas, c'est que ça devienne comme « Ah, alors c'est un projet qui... » Non, c'est comme c'est. C'est juste pour évacuer l'information, pas pour l'entendre de vous, car je suis stricte avec moi-même. Vous ne parlez pas de vos sujets, non. Je parle comme ça, mais non. Évidemment, c'est comme ça qu'on joue. Non, t'es fou de tout ça. C'est que ma tante, elle faisait ses trucs. Chaque jour, j'apprenais et chaque jour, on partageait des choses, parce que c'était une. Comme c'est une communauté, je crois encore, parce qu'il y en a beaucoup là-bas, et ça... Et on partageait des choses super, tu vois, et il y avait toujours quelque chose, une nouvelle info ou un truc nouveau. Donc ça, tu ne l'obtiens qu'en discutant. Et comment tu fais ? Même avec les meilleurs amis, il n'y a jamais de tel moment. Ça fait des mois que j'essaie de nous réunir avec des amis qu'on a, mais on n'a pas pu. Et puis, en plus, les 2 fois où on a prévu de se voir, il s'est passé des choses qui, disons, ont empêché qu'on puisse se réunir. Donc il n'y a pas moyen. Mais à travers un canal, dans ce cas un podcast, peut-être déjà enregistré, est-ce qu'on peut avoir ces conversations de café ? En gros, allons-y. Bon. Là, je vais juste vérifier, je ne sais pas comment. Beto Barbas a envoyé un mail, je vais voir s'il est arrivé, c'est tout. Oui, voyons si le mail est arrivé.
Oui, voyons, oui, je vais bien, n'est-ce pas? José voyons. Oui, non, qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est Pépé, n'est-ce pas? Oui, Pépé, c'est ça, pas Pépé, mais avec le « et ». Avec seulement des P? Oui, avec seulement des P, oui, je l'ai dit correctement. Comme on a dit, j'ai eu un doute, ok, c'est bon. L'email est josé@. Oh, vas-y, connecte-toi, parce que le mien fonctionne bien, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je dois redémarrer tout de suite. Le montage? Il nous a donc partagé des parties du travail. Voilà. Oh. Waouh, tu t'es surpassé avec ce travail? Oui, c'est bien, c'est joli. Très bien. Mon frère faisait la même chose, mais lui, c'était avec des petites figurines de l'époque médiévale. Il en avait plein. Il leur faisait les vêtements, l'épée, enfin, évidemment, aussi plein de petites peintures. Bon, mais ici, c'est pour le travail. Oui, c'est du travail. Et il faut que ça ressemble à la réalité pour que ce ne soit pas trop exagéré. Oui, il faut sûrement respecter les proportions exactes ici, non? Et le reste aussi. La question de l'échelle, bien sûr. L'échelle, c'est-à-dire, oui, c'est juste pour regarder, c'est joli. C'est bien. Super, tu t'es surpassé. Oui, c'est fou, regarde, vraiment, quel travail. Oui. Les pneus ont même l'air usés. Usés, oui, ils ont l'air usés. Bon, la boue, et écoute, voyons, quoi d'autre? Non, que les autres. Non, mais je regarde les détails. C'est-à-dire, et ça peut être utilisé, par exemple, parfaitement pour faire une animation ou pour faire une scène d'action, où ça ne peut pas bouger, c'est-à-dire, c'est immobile. Non, pas celui-là, mais les autres. Regarde juste. Waouh, quels personnages sont ceux-là? Ça me semble que non, qui sait, oui. La Ruta Verde me rappelle Canal Vegan, tu ne trouves pas? Oui, c'est le truc de la Ruta Verde qui sonnait toujours comme « Eh, voilà, c'est là ». Regarde juste là. Comment ça s'appelle? La chenille? La chenille. Oui, probablement que si on revenait, ce serait sur Podcast 78, qui est la chaîne qui est un peu plus active. Non, parce qu'il y a plein de choses là-bas et je pense que ça pourrait être par là, il dit. Oh, comme c'est joli, c'est vraiment... Très. Ton travail est vraiment impressionnant. Sincèrement. Oui, ils sont esthétiques. Ils sont statiques, ils ne bougent pas. D'accord, super, très bien. Chercher des sources auprès de Diego, c'est un salut pour moi, a conclu Renino. Je suis toujours très attentive à vos nouvelles. Salutations à René. Salutations aussi à René, bien sûr. Salutations à René, qui souhaite évoquer les conséquences environnementales de la guerre. Oui, nous en avons parlé. Mais il faut être quelqu'un de spécial. Être quelqu'un de spécial, oui. Salutations à Fernando Ferreiro, et à Ruben Williams. Comment vas-tu, Ruben? Salutations, Ruben, et à toute la communauté. Eh bien, merci beaucoup, on se revoit dans un petit moment. On sort très tôt, pas tous les jours, mais dernièrement, la dernière semaine et demie, 2 semaines, on est sortis. Jusqu'à 5h du matin. Avec un rapport de mise à jour, surtout. Mais bon, ces rapports ne sortent pas tous les jours. Non, oui, celui-ci, mais bon, on essaie de mettre à jour toute la journée ce qui se passe, non? Merci, passe une excellente journée ou nuit. Si tu nous regardes en direct, on se retrouve bientôt. Dis-moi ton nom, je te répondrai. Fernando Ferreira, salutations. Fernando, super, salutations à toute la communauté, on se revoit dans un petit moment. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Voilà. Merci de vous être connecté à la vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réel. Ici nous l'analysons, vision globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine. Oui monsieur. Nous faisons l'appel. Pépé en direct à la maison.